bonjour à tous et à toutes. J'aurais voulu, en tant que doyenne de la faculté polytechnique, vous accueillir en nos murs, vous permettre d'assister aux cours, de rencontrer les assistants, les enseignants, de rencontrer nos étudiants et de finalement intégrer l'ambiance de la Polytech. Malheureusement, étant donné les circonstances de cette année, ce n'est pas possible. Alors, nous avons quand même voulu vous permettre de lever un petit coin du voile et c'est pour cette raison que nous mettons à votre disposition un certain nombre de capsules vidéo qui vous permettent virtuellement d'assister à nos cours de première année. Alors, chacune des vidéos qui est mise à votre disposition est structurée de façon identique. L'enseignant va d'abord vous présenter en quelques mots la matière qu'il présente au niveau du cours ainsi que la démarche pédagogique qu'il entreprend. Et puis, vous allez avoir la possibilité d'assister au cours comme si vous étiez un étudiant par vidéo interposée. Alors, je voudrais juste vous dire, pas d'inquiétude si vous ne comprenez pas tout, c'est bien normal. Ces cours sont destinés à des étudiants de première année. Ils ont fini leur réto, ils ont passé l'examen d'admission, ils suivent ces cours depuis un certain nombre de semaines, donc il est bien normal que vous n'appréhendiez pas la totalité de la matière. Laissez-vous plutôt bercer par l'ambiance du cours et par les interactions que l'enseignant peut avoir avec ses étudiants. Sachez aussi que la première année est une année particulièrement particulière parce que c'est une transition entre le secondaire et l'université et que dans le cadre de cette première année, les étudiants bénéficient d'un encadrement personnalisé, notamment par la présence d'assistants pédagogiques qui leur permettent une interaction vraiment personnalisée, tant au niveau méthodologique qu'au niveau des matières. Petite chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est que toute nouvelle matière est bien sûr appréhendée dans le cadre de cours, mais aussi et toujours dans le cadre d'exercices et de travaux pratiques pour pouvoir mettre en œuvre les nouveaux concepts qui sont vus de façon beaucoup plus pratique. Et tout cela combiné avec une démarche projet qui est initiée dès la première année, dès le premier quadri, dès la première semaine. Donc, vous êtes véritablement impliqué dans une démarche projet dès l'entrée. Ce modèle de formation, nous l'avons globalisé dans ce que nous avons appelé NJUP pour créer et se créer, parce que nous voulons que nos étudiants, dès la première jusqu'à la cinquième année, bien sûr, apprennent et acquièrent les compétences scientifiques et techniques nécessaires à leur métier, mais nous désirons aussi que progressivement, ils deviennent ingénieurs et choisissent leur parcours personnel professionnel. Voilà, je pense vous avoir donné en quelques mots un grand nombre d'informations. Sachez que nous sommes à votre disposition si vous désirez toute autre information et je vous laisse maintenant découvrir quelques-uns des cours qui sont donnés tant en première année de bachelier général qu'en première année bachelier architecte. Bonjour, je m'appelle Arnaud Vandal et je suis le professeur du cours dénommé Analyse 1. Alors, c'est un des deux cours de mathématiques que vous avez lors du premier quadrimestre, donc dès la rentrée jusqu'au mois de décembre. L'autre cours étant le cours d'algèbre. Alors, dans le cours d'analyse qui nous concerne dans cette vidéo, eh bien, c'est un cours qui va reprendre certains éléments que vous avez déjà abordés en secondaire, et donc pour l'examen d'entrée, mais pour lequel on va aller plus loin. Alors, dans ce cours, j'insiste sur la compréhension des différentes notions. Donc c'est peut-être un peu moins protocolaire que ce qu'on connaît, que ce que vous connaissez, mais orienté plus sur la compréhension des différentes définitions, des différentes notions, des différents théorèmes que l'on va aborder pour pouvoir expliquer différentes choses. Alors ce cours, il est organisé de la façon suivante. C'est 2 heures de cours de théorie par semaine avec moi en auditoire, et puis 2 heures d'exercices par semaine, donc avec des assistants en petits groupes, où vous allez résoudre des exercices qui ont rapport avec la théorie. Alors, ça c'est chaque semaine, donc de la rentrée jusqu'à fin décembre, et à côté de ça, vous avez tous les mercredis après-midi la possibilité pour ceux qui veulent
d'avoir des séances de remédiation ou des ateliers de renforcement pour revenir sur des points précis que vous n'auriez pas compris. Alors, dans ce cours, comme vous pouvez le voir ici sur l'image qui apparaît, eh bien, la table des matières est la suivante. Donc, au centre de ce cours d'analyse de ce premier quadrimestre, c'est le calcul différentiel, donc le calcul des dérivés, et vous savez de quoi je parle quand je dis ça. Alors, pour y arriver, on a besoin donc différentes notions et différents concepts. Alors, tout d'abord, on construit les réels, et on a besoin d'un peu d'éléments de topologie pour savoir ce qu'on fait avec ces différents ensembles. Une fois que ces éléments-là sont définis, eh bien, on peut construire des fonctions. Et les fonctions, vous savez ce que c'est, mais ici, on insiste sur les fonctions à plusieurs variables, et peut-être même à plusieurs sorties. Alors, une fois que ces fonctions sont là, eh bien, on peut les étudier et calculer des limites de ces fonctions, et voir si elles sont continues. Ce sont deux concepts fondamentaux dans un cours d'analyse. Et une fois qu'on a tous ces outils-là ensemble, eh bien, on peut aborder la différenciabilité et la dérivabilité des fonctions. Alors, une fois que tout ça est intégré, eh bien, on peut appliquer ça pour différents concepts. Alors, la première application très utile, c'est le calcul d'extréma en optimisation. Vous avez eu l'habitude de faire des extrémas d'une fonction, donc trouver le maximum ou le minimum. Eh bien, ici, on va faire ça, mais pour des fonctions à plusieurs variables. Donc, c'est une première application importante, c'est savoir trouver les extrémas de fonctions à plusieurs variables. Alors la deuxième application, qui est pour moi presque la plus importante dans le domaine des sciences de l'ingénieur, c'est utiliser le développement de Taylor. On l'introduit, on le prouve dans ici le cours d'analyse 1, et vous allez en entendre parler après durant toutes vos études comme un outil utilisé dans différentes matières. Alors, une fois que le calcul différentiel est introduit, bien on peut introduire aussi le calcul intégral. Ça, c'est la troisième application. Et la quatrième application, c'est aussi très important dans le domaine de l'ingénieur, c'est les équations différentielles. Avec tous les outils qui sont définis, les dérivés, les intégrales, eh bien, on peut aborder la résolution de ce qu'on appelle des équations différentielles qui sont également très importantes dans le domaine de l'ingénieur. Alors, en voyant cette table des matières, eh bien, aujourd'hui, nous en sommes au cours sur les limites et la continuité. Alors, comme vous allez le voir, au début de chaque cours, j'essaie de faire un rappel sur les notions qui sont utiles pour le cours qui va suivre et de construire comme ça, par petits blocs, les différentes notions. Vous allez voir ici, au début de ce cours, je rappelle ce qu'est un voisinage. Bonne vision de cette vidéo. On va faire un petit peu de rappel sur les notions de voisinage. Je vous ai dit, c'est super important. Et je vais encore insister là-dessus pour ceux qui n'ont pas un petit peu relu ce qu'était la notion de voisinage. Alors, vous savez que pour un vecteur x appartenant à Rn, sa norme 2 c'est la somme des carrés de ses composantes. Et on met une racine carrée à la fin pour avoir la norme et pas la norme au carré. La norme infinie, est-ce que quelqu'un se rappelle, c'est quoi la norme infinie de x appartenant à Rn? Oui. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, vous regardez en valeur absolue toutes les composantes de l'élément x qui appartient à Rn et vous prenez la plus grande. Alors, on va principalement, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, on va principalement utiliser la norme 2. Alors, quand maintenant j'écris cette chose-là, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Eh bien, c'est, si j'applique la définition que je viens d'écrire, c'est x1 moins a1 au carré, etc., plus xn moins an au carré sous une racine carrée. Alors ça, on commence à mesurer l'écart, on va dire l'écart pour l'instant, en norme 2 entre x et a. Donc, x et a, ici, appartiennent encore à Rn. Il y a n composantes dans chacun de ces éléments-là. C'est comme si on mesurait l'écart, et c'est un petit peu la distance euclidienne que vous connaissez. Donc, avec 2 points, vous calculez la distance euclidienne pour n égale 2. Bon, ça, c'est facile. Mais grâce à ça, on peut définir, enfin, ce qu'est un voisinage d'un point. Alors, le voisinage d'un point, on parle 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 le voisinage d'un point
d'un point A de rayon, et on appelle souvent le rayon, on l'appelle delta. Donc vous avez le point A et vous avez le voisinage. Alors ce voisinage-là, comment on l'écrit? Eh bien on l'écrit de cette façon-là. C'est le voisinage de rayon delta du point A, et on l'écrit avec la notation qu'on connaît, la notation d'ensemble. Ce sont tous les x appartenant à Rn, tels que x moins a est plus petit ou égal à, en norme 2, est plus petit ou égal à delta. Alors, on va l'utiliser, comme je vous ai dit, dans la majorité du cours, pour de R dans R. Et donc, pour les fonctions qu'on va faire de R dans R, eh bien, le voisinage de rayon delta du point A, ce sera tous les x, tels que x moins a sera plus petit ou égal à delta, en valeur absolue, puisqu'on a vu la semaine passée, la norme 2, quand on regarde simplement R, donc il n'y a qu'une entrée pour x, eh bien, la norme 2, ça se ramène à la valeur absolue. Vous vous souvenez de ça? Alors, eh bien, on va essayer de voir graphiquement. Donc, je l'ai déjà fait tout ça. Mais graphiquement, qu'est-ce que ça représente? Si vous avez R qui est ici, je vous donne le point A, et je vous donne delta. Eh bien, qu'est-ce que c'est le voisinage? Eh bien, là, vous avez A plus delta. Donc, vous avez ici une distance, on va dire delta. Et là, vous avez A moins delta. Et de nouveau, ici, vous avez delta entre les deux. Eh bien, ce voisinage, eh bien, ce sont tous les points ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Vous allez voir, il faudra essayer de bien visualiser géométriquement parce qu'après, ça va vraiment être un petit peu plus compliqué. Alors déjà, une notation qu'on va voir tout de suite dans les définitions de limites, c'est quand je mets une petite étoile comme ça, eh bien, la définition, c'est le voisinage du point A, mais vous enlevez le point A lui-même. Okay, donc quand il y a une petite étoile, on dit parfois V star ou le voisinage étoilé, eh bien c'est tout le voisinage sauf le point A. Donc si je refais le dessin, vous avez donc A moins delta, A plus delta, eh bien tous les points là maintenant, ce sont tous les points ici, mais vous ne prenez pas le point A lui-même. Est-ce que ça va? Alors, il faut bien voir, parce que les notations, un petit peu, parfois on aura besoin d'une notation plutôt qu'une autre. Quand on note x appartenant au voisinage, eh bien ça veut dire que x appartient à A moins delta, A plus delta. Il appartient à l'intervalle fermé A moins delta, A plus delta. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Quand vous voyez la droite R que j'ai tracée là, avec en rouge tous les points qui appartiennent à l'intervalle, vous comprenez bien ça? Quand je dis x appartient à un grand V de rayon delta, ça veut dire que x appartient à l'intervalle A moins delta, A plus delta. Mais ça veut dire aussi que x, il est coincé entre A plus delta et A moins delta. Et vous verrez, ça a l'air simple là maintenant, mais quand on va l'utiliser dans les définitions, eh bien parfois on ne se rappellera pas ici de cette ligne que je viens d'écrire et de cette équivalence entre les différentes notations. OK pour tout le monde? Et donc on peut même encore en rajouter une autre. Dire tout ça, c'est la même chose. Alors on va essayer d'attaquer peu à peu cette définition de limite.
Alors, si je vous donne la fonction x carré, je vous donne le point A, qui est 2, et donc son ordonnée, c'est 4. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, est-ce que vous pouvez me dire si cette implication-là, elle est vraie? Là, c'est vraiment le moment important parce que c'est une définition qu'on va utiliser très longtemps dans les cours qui suivent. Et donc là, j'essaie de vous la faire découvrir peu à peu. Donc essayez vraiment tous de faire l'exercice. Et vous avez une implication au milieu. Donc est-ce que, pour la fonction que j'ai dessinée, est-ce que x-2 être x-2 plus petit ou égal à 1 demi, et donc être ce x-là, est-ce que ça implique d'avoir une image, f de x, telle que f de x moins 4 est plus petit ou égal à 1 demi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette implication que j'ai écrite là, est-ce qu'elle est vraie? Donc c'est une proposition logique, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Vous voyez, déjà là, la définition de voisinage, c'était très simple, et déjà là, c'est un petit peu plus compliqué. Et alors qu'il n'y a qu'un voisinage à gauche et un voisinage à droite. Alors, on va essayer de tracer tous les x qui vérifient cette propriété-là. Sont lesquels? Essayez de faire tous l'exercice. Qu'est-ce que c'est que j'ai encadré en vert? Ce sont tous les x tels que la distance par rapport à 2, elle est plus petite ou égale à 1 demi. Ok, donc ce sont tous les points entre 2,5 et 1,5. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc ce sont tous les points là. Je répète la question maintenant. Est-ce que le fait d'appartenir à cet intervalle vert, est-ce que ça implique que l'image de ces points, eh bien vous avez f de x moins 4 qui est plus petit ou égal à 1 demi? Eh bien vous regardez pour tous ces points si c'est vrai, et vous essayez de voir si ce que j'ai raconté est vrai. Donc vous regardez là, tous les points, vous regardez toutes les ordonnées, et vous voyez que les pires, c'est en 1,5 et 2,5. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'ordonnée de 1,5? 1,5 au carré, ça donne donc 1,5, 3 demi, 3 demi au carré, 9 quarts. 9 quarts, ça va donner, c'est combien 9 quarts? 2,25. Et 2,5 au carré, c'est combien 2,5 au carré? 5 demi, 5 demi au carré, ça fait 25 quarts. C'est ça. Alors, est-ce que c'est vrai ce que j'ai écrit? Eh bien non, vous voyez que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Eh bien, vous voyez bien, il y a des points verts, par exemple 1,5. 1,5, si vous le prenez, eh bien son ordonnée, f de x vaut 2,25. Est-ce que 2,25 moins 4 est plus petit ou égal à 1 demi? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que 2,25 moins 4 en valeur absolue, c'est... Ah ben non. Il faut toujours parler, vous voyez, déjà là, la notion de voisinage, c'est bien en valeur absolue. Peu importe, hein, c'est juste l'écart par rapport au point 4. Eh bien non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ce que j'ai écrit là n'est pas vrai. Donc cette implication-là, on peut la barrer, elle n'est pas vraie. Alors, je vais effacer, regardez bien où j'efface, et on va essayer de trouver un nombre correct. Je vais effacer le 1 demi ici. Est-ce que vous pouvez me donner un voisinage? Donc je vais refaire le graphique en bas pour ne pas faire trop de pâté.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que je dois mettre dans le cadre vert pour que l'implication soit vraie? À votre avis, je dois mettre quelque chose de plus grand qu'un demi ou de plus petit qu'un demi? Plus petit qu'un demi. Pourquoi? Ben, regardez bien ce qu'on a là, en fait. On veut que f de x moins 4 soit plus petit ou égal à un demi. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, autour de 4, on veut ne pas être plus loin que 1 demi. Donc, on veut ne pas être plus loin qu'au-dessus 4,5 et en dessous 3,5. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous faites un petit tunnel comme ça, et vous regardez là où est-ce qu'on tombe. Est-ce que quelqu'un avec une calculatrice peut me faire racine carrée de 4,5 et puis me dire ce qu'est la racine carrée de 3,5? Et vous voyez bien que là, je vais dans l'autre sens. Je pars des ordonnées et je vais vers les abscisses. Alors, c'est quoi? La racine carrée de 4,5. C'est combien? 2,51. 121. Est-ce que quelqu'un peut me donner la racine carrée de 3,5? 1,87. Et voilà, maintenant, là, tout le monde, vous devez savoir me dire combien je dois mettre dans le cadre vert pour que l'implication que j'ai écrite soit vraie. Regardez bien, j'ai 2. À gauche, j'ai 1,87 et à droite, j'ai 2,121. Je peux mettre combien dans le cadre vert? Oui? Oui, c'est ça. Mais donc, ça fait combien à peu près? C'est l'écart, là, c'est combien? Par exemple. Mais je dois mettre quelque chose plus petit que 0,13. Pour simplifier, pour que ce ne soit pas trop compliqué, je vais mettre 0,1. Et là, l'implication est vraie. Est-ce que vous voyez tous ça? Maintenant, je le fais, regardez bien. 2 plus, j'arrive ici à 2,1 et j'arrive ici à 1,9. Et là, j'ai 0,1 et là, j'ai 0,1. Et maintenant, cette implication-là, elle est vraie. Est-ce que tout le monde a saisi ce que j'ai fait? Je m'étais fixé sur l'axe des ordonnées une précision. La précision, c'était 1,5 autour de 4. Et qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché sur l'axe X, quel voisinage autour de A vérifier ça. J'espère que vous avez tous compris ce que j'ai fait. Si vous avez compris, on peut attaquer la définition qui est dans le slide. Et regardez bien les notations. Eh bien maintenant, je pars toujours de l'axe Y. Je pars et je l'appelle B, le point F de A, là pour l'instant je l'appelle B. Et regardez, autour de B, j'ai fait ce qu'on a fait, là, un petit tunnel, comme je vous ai dit. Et vous avez ici, au-dessus, ici vous avez B plus epsilon, et en dessous vous avez B moins epsilon, c'est-à-dire que le tunnel, il a une largeur de epsilon. Donc là, j'ai appelé epsilon le 1,5 de mon exemple. Bon. Et puis là, je l'ai appelé delta, le 0,1 qu'on avait trouvé. Je l'ai appelé delta autour de A. Donc vous avez A plus delta qui est ici, et A moins delta qui est ici. Alors, eh bien, pendant un moment, je vais juste utiliser le vocabulaire, et ce qui est noté comme là. Je vais dire que f de x tend vers B quand x tend vers A. D'accord? Et ça, j'écris comme c'est encadré ici. Donc vous voyez, f de x tend vers B quand x tend vers A. Alors, quand est-ce qu'on a ça? Eh bien, quand la définition suivante est vraie. Alors, regardez bien ce qui va arriver, puisque c'est vraiment la définition presque la plus importante du cours d'analyse. C'est quelle que soit la tolérance que je me fixe autour de B, donc toujours partir de l'axe des ordonnées.
donc quelle que soit la tolérance que je me fixe autour de B, eh bien, il doit exister un voisinage. Donc, vous voyez, c'est l'exercice qu'on a fait. Il doit exister un voisinage autour de A, de rayon delta, tel que quoi? Eh bien, tel qu'on obtient ce qu'on a cherché à avoir, c'est-à-dire que tous les points dans ce voisinage autour de A, eh bien, ils ont une image qui satisfait la tolérance epsilon. Quand on fait leur image à travers la fonction, on est bien dans le tunnel. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, la définition mathématique, elle est là. Vous avez toujours, il faut toujours commencer par ça. Puisque vous avez vu au premier cours sur la logique, on a vu qu'inverser ces choses-là, ce n'est pas correct. Vous avez d'abord, pour tout epsilon plus grand que 0, c'est la tolérance sur l'axe des ordonnées, il doit y exister un voisinage de rayon delta, tel que tous les points qui appartiennent au voisinage étoilé du point A, eh bien, l'image f de x satisfait la tolérance epsilon. Est-ce que c'est clair? Alors, je sais que ce n'est pas clair. Il faut plusieurs cours pour appréhender cette définition-là. Alors, parfois, il est plus simple de noter avec la notation. Donc, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il faut savoir switcher entre les notations. Donc, pour tout epsilon, il existe delta plus grand que 0, tel que, pour tous les points appartenant à l'ensemble de départ, eh bien, s'ils sont dans le voisinage de rayon delta du point A, eh bien, leur image doit satisfaire la tolérance epsilon. Et vous voyez que l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, sur lequel j'ai passé 7-8 minutes, eh bien, c'est la deuxième partie de c'est cette partie-là de la définition. Mais alors, ce qui est vraiment très important, c'est qu'il faut que cette définition-là soit vraie pour n'importe quel epsilon.